À Pan M360, nous recevons Alain Simard. C'est un développeur, c'est un promoteur, c'est un visionnaire qui a mené le Festival de jazz de Montréal avec André Ménard vers finalement de haute destinée, c'est-à-dire le plus grand festival de jazz sur Terre. Alors, Alain Simard, bonjour. Vous venez de... Bonjour. Merci. Hein? Ouais, mon ego va être gros de même. Bon. C'est pas mon objectif de le gonfler. Le livre s'intitule « Je rêvais d'un festival » et il est construit d'une façon intéressante, c'est-à-dire que c'est à la fois une autobiographie entrelardée de profils de personnages marquants. Alors donc, je pense à B.B. King, Dave Brubeck, Pink Floyd, Genesis, Miles Davis, Juliette Gréco, Oscar Peterson, Oliver Jones, George Benson, Pat Metheny, Jean-Paul Riopel, Beau Dommage, Harmonium, Offenbach, Paul Piché, Claude Dubois et Michel Rivard. Donc, un heureux mélange de Québec francophone et d'artistes internationaux qui viennent de partout dans le monde. Alors, Alain, vous avez construit votre livre comme ça, c'est-à-dire c'est pas strictement une autobiographie, mais c'est aussi le parcours d'un promoteur à Montréal à partir des années 60-70 jusqu'à la retraite. Alors, parlez-nous de la façon dont vous avez construit ce livre. En fait, j'ai commencé à écrire ce livre-là pour mes enfants et mes petits-enfants. C'était pas l'idée, c'était pas de faire un livre. J'avais même des recherches sur mes aïeux. Mes parents m'avaient caché qu'ils avaient été dans le domaine du spectacle. Mon arrière-grand-père avait même un cirque, un musée de cire. Et du côté de ma mère, ils ont fait faillite en organisant des matchs de boxe. Alors, ma mère avait vraiment peur quand j'ai organisé mes premiers spectacles que je vais y aller dans ce domaine-là. Elle me voyait plutôt avocat. Alors, tout ça pour dire que le livre s'est construit d'une façon où j'ai voulu contextualiser à partir de toute la révolution tranquille, de la révolution à la fois culturelle, sociale, dans le domaine de la musique aussi, évidemment, puis la révolution moins tranquille, le FLQ, l'occupation étudiante. Bon, j'ai tout connu ça. Pour contextualiser, pour les jeunes qui n'ont pas connu ça, comment est arrivée la société d'aujourd'hui, du Québec moderne, dans quel contexte ont grandi leurs parents ou leurs grands-parents, et qui comprennent justement que toute la nouvelle culture québécoise et internationale et tout ce qui est arrivé après le bebop dans le jazz, c'est survenu dans le contexte, c'était probablement les baby boomers, mais de toute la période hippie, justement, que je trouvais qu'elle avait été mal documentée. Alors, je parle beaucoup de ça, et forcément, c'est le terreau dans lequel sont nés les festivals que j'ai pu fonder avec l'aide d'amis, parce que c'était au début, j'étais investi d'une mission jésuite, parce que je viens du cours classique, tu sais. Puis je viens d'une époque, quand j'étais jeune, ce qu'on entendait à la radio, là, la culture québécoise, les traductions des hits américains par Tony Roman et compagnie, il y avait Félix Leclerc, Gilles Vigneault qui commençait. Alors, c'est toute une épopée, je pense, que je me suis donné comme mission de raconter. Et donc, bon, il y a eu de l'aide, mais c'est vous qui avez écrit le livre, c'est pas un écrivain fantôme. Vous l'avez fait vous-même avec l'aide de quelqu'un ou pas du tout? Ben, il y a Pierre Huet, qui est un ancien copain de collège, puis associé dans La Clé. Puis après ça, j'ai travaillé avec lui quand il était parolier de plusieurs artistes que j'ai gérés, qui m'a donné un coup de main sur les encadrés qui parlent de ces artistes-là. Mais c'est pas lui qui les a écrits, là. Mais il vous a guidé d'une certaine façon. Il m'a donné des conseils. Il m'a suggéré des phrases, certaines phrases que j'ai gardées aussi. C'était mon principal collaborateur, mais j'ai aussi des amis qui m'ont aidé. Ma sœur qui m'a rafraîchi la mémoire, André Ménard aussi, qui a une mémoire encyclopédique. Parce qu'il y a beaucoup de recherches. J'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches pour arriver dans les bonnes dates, parce que je raconte beaucoup de détails. Et je tenais à ce que ça soit une œuvre sur la musique, pour les amateurs de musique, mais aussi d'histoire. Oui, il y a un contexte socio-culturel, sociopolitique qui accompagne le récit, effectivement, mais ça faisait toujours partie de votre pensée, de toute façon. À chaque fois qu'on vous a parlé au fil du temps, parce que
je vous connais quand même depuis à peu près 45 ans. Oui. Et donc, depuis le début, vous aviez peut-être quelques années de plus que moi, mais j'ai grandi avec vous en tant que journaliste à la presse, à Radio-Canada. Et donc, j'ai pu être témoin de l'évolution de l'équipe Spectra et de tout ce qui s'en est suivi jusqu'à maintenant. Alors, donc, c'était un long parcours et on a pu voir votre propre autoconstruction en tant que personnalité publique. C'est-à-dire que vous venez de milieu plus flower power, contre-culture, aussi nationalisme d'ouverture québécois, volonté d'affirmation du peuple québécois, vers la mise en place de grands événements culturels, non seulement le Festival de jazz de Montréal, mais aussi les Francopholies devenues Franco, Montréal en lumière. À un moment donné, il y a eu l'expérience cinématographique qui était moins heureuse, mais quand même, une série d'événements et d'organisations, non seulement pour faire des événements de diffusion, mais aussi gérance d'artistes, production, enregistrement, etc. Donc, toutes les facettes du métier de la musique. En fait, effectivement, vous avez été témoin, Alain, de l'évolution de Alain le hippie, qui est devenu, par la force des choses, Alain l'homme d'affaires. Parce que ça a grandi comment? Ben, j'étais d'abord avant tout gérant d'artistes, mais je défendais des artistes, que ce soit en jazz ou en musique québécoise ou française, que j'avais la prétention de croire plus valables parce que c'était des auteurs-compositeurs authentiques qui avaient quelque chose à dire, ou encore dans le rock progressif. En voulant les défendre, pour qu'ils aient le contrôle sur leur production, pour qu'ils puissent... j'ai lancé une compagnie de disques, ensuite de ça, une compagnie de télévision, où les artistes pouvaient remixer les trames sonores. Tout le monde riait de moi en disant « Pourquoi tu gaspilles ton argent? C'est juste la télévision, il y a juste un petit haut-parleur. » Mais finalement, ces émissions-là sont devenues, bon, on les a données aux archives nationales pour qu'ils soient numérisés et protégés pour la postérité. Mais quand est arrivé justement des technologies, quand sont arrivées des technologies plus performantes, nos enregistrements ont pris de la valeur parce qu'ils étaient le seul de cette époque-là qui avait une qualité sonore incomparable. Alors, donc, en voulant donner des outils aux artistes parce qu'on était toujours en coproduction avec les artistes, moi, je voulais leur donner des ailes, et ça a bien fonctionné, ça a créé tout un nouvel écosystème, ça a grandi. Bon, il y a eu l'agence, la télévision, on est devenu très... J'ai fini par même racheter les compagnies de Guy Latraverse, avec qui je m'étais associé pour les Francopholies, de la même façon qu'il m'avait invité à être sur le premier conseil d'administration de fondation de la Disque. Je l'ai invité à être fondateur avec moi des Francopholies. On a fait vraiment beaucoup de choses ensemble et c'était un peu un mentor pour moi. Et de fil en aiguille, un peu malgré moi, c'est devenu une très grosse compagnie, l'équipe Spectra. On avait 350 employés à temps plein, puis pendant les festivals, il y avait autant de pigistes en plus tous les musiciens, les techniciens sur les tournées. Puis l'été, ça montait à 2000 avec tout le personnel des festivals, parce qu'il n'y avait jamais de bénévoles. Puis ça a été une école pour toute une génération de jeunes que je vois aujourd'hui avec fierté, qui continuent un petit peu dans l'esprit de ce que j'ai développé. Et j'ai eu plein de gens qui ont commencé à l'équipe Spectra, qui sont rendus un peu partout. C'est comme Caroline Jamais à Radio-Canada, Charles Geron qui est allé au Cirque du Soleil. Ma fille, Catherine, qui est à la Maison Fauve, qui gère plusieurs artistes, qui a même poursuivi le travail que je faisais depuis 40 ans avec Michel Rivard, dont j'étais le gérant. Oui, Michel Rivard, d'ailleurs, qui préface le livre. Oui, donc, vous avez d'excellents liens avec lui. C'est un ami avant tout. Oui, ben oui, c'est sûr. Puis moi, j'ai toujours fonctionné avec l'amitié. L'équipe Spectra, bon, je pense que vous avez été témoin de ça. C'était pas une business cotée en bourse. S'il y avait un esprit de famille, puis une mission, c'était tous des amateurs de musique qui voulaient amener aussi, parce que j'ai toujours rêvé depuis ma jeunesse
de présenter des spectacles gratuits. Parce que moi, bon, je viens pas d'une famille riche et j'ai pu voir des spectacles en allant aux enregistrements gratuits de Radio-Canada, de jazz à l'Ermitage, puis après ça, Jeunesse oblige, des émissions, des enregistrements d'émissions de télévision. J'étais un grand fanatique de musique depuis mon enfance. Je jouais un peu de guitare, puis j'ai fait un spectacle à l'école. C'était le premier et le dernier. Par contre, c'est moi qui avais organisé la boîte à chansons. Je me suis rendu compte que j'étais un bon organisateur. Après ça, même les danses au collège. Donc, un peu Et, comme la plupart des promoteurs de cette époque-là, André Ménard, moi, je l'avais connu au Cégep Maisonneuve. J'étais un peu plus jeune que lui. Lui, il était déjà un genre de professionnel étudiant et je pense qu'il oui. commençait déjà à travailler pour Cosmos. Ben, c'est-à-dire que je lui revendais des spectacles, que ce soit Charlebois l'Infonie. Ben, André n'était pas encore là à ce moment-là. Mais c'était au Cégep Maisonneuve, vous avez étudié tous les deux. Je revendais à l'association étudiante beaucoup de spectacles, le show de la parole avec Raoul Duguay, Claude Péloquin, pour le carnaval. J'ai vendu André Soft Machine, Al Quinn, Pollen, Nécessité. Bon, et c'est comme ça que j'ai développé une amitié avec André. D'ailleurs, ça a été à toutes les fois que j'ai eu des contretemps, des choses qui n'ont pas marché, j'ai remarqué que ça a toujours été une opportunité pour aller plus loin, pour développer d'autres expertises. C'est un peu, tu sais, moi j'ai étudié en philosophie et je ne pensais pas devenir un gros promoteur de spectacle. Euh, je voulais d'abord faire connaître les premiers musiciens underground, mais il y avait là-dedans, je ne sais pas, Jean Miller, qui était le musicien de Marceau, qui était dans Blues Generation, il y avait, et tant d'autres. Là, je restais en commune avec le groupe Nécessité, dans lequel il y a eu Serge Loca, qui est Oui. appelé après ça avec Harmonium, Mégo, Claude Lemay. Son surnom de Mégo, c'était le Mégo quand il était avec Nécessité, puis après ça avec Pollen. Donc, j'ai grandi avec toute une génération, des Lasting Weep qui est devenu, voyons, Manège. Il y avait un groupe qui est devenu Octobre. Après ça, c'était fantastique l'effervescence culturelle qu'il y avait à ce moment-là. Mhm. Quand c'est devenu très gros, évidemment, Mm. les idéaux, utopie, village global, village utopique, la commune de nécessité à l'époque, ben, à un moment donné, les choses se sont transformées. Bon, vous Ouais. aviez quand même des organisations à but non lucratif du côté du Festival de jazz. La plupart des festivals, événements que vous avez fondés étaient des organisations à but non lucratif et Ben, en même tous les festivals. ouais, Tous les festivals. ouais. Spectra était à but lucratif, puis opérait bon, des studios de télévision, des salles de spectacle, une agence. On faisait des expositions internationales aussi. Il y a beaucoup de gens choses que les gens ne savent pas, là, puis on avait des salles de spectacle, le Metropolis, le Spectrum. Bon. Euh, mais les événements sans but lucratif, justement, c'était pour réaliser mon vieux rêve de démocratiser la culture et de présenter des spectacles gratuits. Justement, comme j'avais découvert la culture moi-même, je voulais la faire découvrir, surtout des gens qui ont moins d'argent, les jeunes, les communautés culturelles, souvent. Euh, donc, je rêvais, quand on parlait du village utopique, je l'ai un peu réalisé à ma façon avec ces festivals-là, parce que je rêvais, je pensais, justement, les festivals pop depuis Woodstock, pour moi, c'était la nouvelle messe. Euh, où les jeunes communiaient à l'hôtel de la musique. Tu sais. On pensait, on était naïvement que la musique pouvait changer le monde. Mhm. Remarquez que la musique a finalement changé le centre-ville de Montréal, Ça, c'est vrai. mais il reste donc que mon rêve de village utopique, c'est quand même réalisé. Parce que moi, ma plus grande fierté, c'est quand je vais au festival de jazz, au Francophonie, les foules de toutes les générations, de toutes les religions, de toutes les couleurs. Qui vont danser ensemble, se parler avec du monde qu'ils ne connaissent pas. Je trouve que c'est un terreau extraordinaire et c'est un tremplin aussi pour beaucoup d'artistes. Bon, je veux dire, j'ai pas pu imaginer ça et penser que ça deviendrait ça dans les débuts. Là. Je ne suis pas le mastermind, ça s'est fait de fil en aiguille. J'ai souvent été là au bon moment, puis j'ai eu des gens qui ont cru dans mes idées, des associés fantastiques. Des employés, quand je parle, c'était de l'équipe, je ne les ai jamais appelés des employés. Puis
grâce à tout le monde, même des politiciens, des commanditaires, parce que dépenser après ça des dizaines de millions à chaque année pour présenter des spectacles gratuits, il fallait trouver l'argent. Ça, j'ai trouvé ça moins drôle, justement. J'aimais beaucoup ça les premières années que je programmais le festival de jazz, les francopholies, que je travaillais avec des artistes, que j'étais gérant. Mais à un moment donné, être président des directeurs général d'une grosse compagnie comme ça, je ne pouvais plus m'occuper personnellement des artistes dont j'étais gérant. J'ai confié ça à d'autres, par exemple Louise Forestier, Jim Corcoran, c'est Jacques Coprimo qui était dans notre bureau avec Rock et Belles Oreilles, puisqu'on produisait les spectacles et les émissions de télévision de RBO. J'ai eu la chance de connaître tout plein d'artistes merveilleux avec qui souvent je suis devenu ami et que je revois encore pour le plaisir. Oui, exactement. Et donc, un spectacle, parce que maintenant, je peux aller voir les spectacles. J'ai le temps, puis j'ai des billets gratuits en plus. Oui, c'est sûr.